Cette première introduction sur les enjeux de reporting et les enjeux réglementaires est maintenant terminée. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec une partie plus théorique de la formation, mais qu'on va tâcher de rendre utile et intéressante, les bases de la comptabilité carbone. Nous parlons depuis le début de la formation de gaz à effet de serre, de GES et de carbone. Plusieurs gaz à effet de serre sont des GES. Est-ce que vous en connaissez ? Le CO2, a priori le plus connu, et c'est normal, c'est celui qui est émis en plus grande quantité dans l'atmosphère, à peu près 3/4 des émissions sur Terre. Il est principalement émis lorsqu'on brûle du pétrole, du gaz ou du charbon, des énergies fossiles en général. Mais aussi quand on fabrique du ciment, quand on déforeste ou via d'autres process industriels. Le CH4, en bas à gauche, le méthane est principalement émis par les ruminants. Ce sont des émissions naturelles de méthane qui sont faites lors de leur digestion. Et donc, logiquement, plus on élève de ruminants, plus les émissions de méthane sont importantes. D'autres sources de méthane existent également. On pourra citer certaines cultures, par exemple, ou encore la décomposition de déchets en décharge, et les différentes fuites de gaz qui peuvent arriver sur les réseaux. Le N2O, ou protoxyde d'azote, surtout émis lors de l'utilisation d'engrais et de produits chimiques. On va retrouver également les gaz fluorés, surtout dans les groupes froids et dans les climatiseurs et via d'autres sources. On ne regarde ici que les gaz à effet de serre émis par l'homme, et donc en plus de l'état naturel. Comme vous le voyez ici, tous ces gaz n'ont pas le même PRG, nous en reparlerons juste après, ni la même durée de vie. Et donc la question est de savoir les comparer. Comment évaluer le poids respectif du forçage radiatif de chaque gaz à effet de serre, de sa contribution au réchauffement planétaire? On a choisi le CO2 comme référence, car comme on le disait juste avant, c'est celui qui est émis en plus grande quantité et très largement. Un peu finalement comme le dollar est souvent choisi comme monnaie de référence pour être comparé ensuite à toutes les autres monnaies. On a choisi une durée de 100 ans pour comparer les effets justement au bout de 100 ans des gaz à effet de serre. Ainsi, émettre 1 kg de méthane ou 28 kg de gaz carbonique perturbe le climat à peu près de la même manière sur une échelle de temps de 100 ans. Ce sont des études scientifiques qui ont permis de déterminer justement pour chaque kilo de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère la masse équivalente de dioxyde de carbone, donc de CO2, qui aurait causé le même réchauffement global sur une période de 100 ans. Il y a donc un facteur de conversion qui existe pour chaque gaz à effet de serre. Il est appelé potentiel de réchauffement global, PRG, celui dont on parlait plus tôt, qui permet de tout relier au CO2, de la même manière qu'il existe un facteur de conversion pour chaque monnaie, appelé taux de change, qui permet de les relier au dollar. Cependant, à l'inverse du taux de change de chaque monnaie qui varie dans le temps, le PRG de chaque gaz ne change pas. Pour chaque kilo de CO2 émis dans l'atmosphère, on a 1 kg de CO2, ce qui est déduit à partir d'une perspective de réchauffement donc sur 100 ans. D'autre part, lorsqu'on prend un autre gaz à effet de serre, comme le méthane par exemple, on observe que pour chaque kilo de méthane émis, on équivaut aux émissions de 28 kg de CO2. De la même manière, pour chaque kilo de protoxyde d'azote émis, cela équivaut à l'émission de 265 kg de CO2 émis dans l'atmosphère. Pour les gaz réfrigérants, cela peut aller de plusieurs centaines à plusieurs milliers de fois le PRG du CO2. Heureusement, ils sont émis en bien moins grande quantité dans l'atmosphère. Il faut donc compter les émissions de GES et on saura ensuite estimer l'impact que cela a sur le réchauffement global en se ramenant aux émissions rapportées en CO2 équivalent. Alors, comment compter les émissions de GES, gaz à effet de serre ? Si les scientifiques peuvent mesurer de façon directe la concentration en GES de l'atmosphère, il n'est pas possible de procéder de la sorte pour une activité humaine. Il faudrait pouvoir mesurer les émissions de GES à la sortie de chaque cheminée, chaque pot d'échappement,
ou au-dessus de chaque élevage ou usine, ce qui est difficilement envisageable. On ne fera donc pas de mesures directes. Même si c'est très précis, ça reste très contraignant et donc difficile à mettre en place. Et c'est souvent impossible car les émissions ont lieu hors site. Par exemple, vos consommations d'électricité où les émissions sont déjà passées. Par exemple, pour la fabrication d'un ordinateur qui n'émet pas de gaz à effet de serre en direct, mais qui en a émis pour sa fabrication. Il faut donc utiliser une autre méthode de comptabilisation. Celle-ci repose sur la conversion en facteurs d'émission de données aisément disponibles dans l'entité auditée et qu'il faut collecter. Donc des factures, des enquêtes, le listing des achats, etc. Et grâce à des facteurs de conversion, que vous voyez au milieu de votre écran, on obtient la visualisation de nos émissions ventilées par poste d'émission pour les hiérarchiser. Ces facteurs de conversion, on les appelle facteurs d'émission. Et c'est ce que les calculateurs numériques utilisent. La construction d'un facteur d'émission est le résultat d'une étude qui représente et qui va représenter la quantité moyenne de gaz à effet de serre émis pour une unité de référence. Un facteur d'émission, ça reste moins précis, mais reste tout à fait acceptable pour nos besoins. C'est ce qui va permettre la conversion de données d'activité physique en émissions de gaz à effet de serre et donc en CO2 équivalent. La notion de facteur d'émission, ou FE, c'est donc, pour une utilisation donnée, la quantité physique consommée fois le facteur d'émission et le résultat en kilos ou tonnes de CO2 équivalent. Par exemple, la consommation électrique annuelle, la facture d'une organisation qui indiquerait 2500 kWh, le facteur d'émission étant 0,42 kg de CO2 équivalent par kilowattheure consommé, et le résultat sera donc la multiplication des deux. Il existe des facteurs d'émission pour presque tout, que ce soit des énergies, les différentes matières ou les modes de déplacement. Ici, pour le chauffage au gaz, les kilomètres parcourus en voiture ou la consommation de repas ou encore l'achat d'ordinateurs. Utiliser un outil consiste alors simplement à collecter les données et à saisir les quantités pour chaque source d'émission dans la bonne unité. On multipliera les quantités par le facteur d'émission correspondant pour obtenir les émissions de gaz à effet de serre de la source et d'additionner les sources entre elles. Il est important de citer les sources justement de ces données. La base empreinte portée par l'ADEME, qui est une base publique et met à disposition plus de 6000 facteurs d'émission. C'est aujourd'hui une vraie référence en termes de qualité de données, au moins en France. Le site Impact CO2 permet de visualiser certains de ces facteurs d'émission provenant de la base empreinte. On vous invite à y aller et à jouer un peu avec pour vous sensibiliser sur les ordres de grandeur de ces facteurs d'émission. Voici ce qu'on peut visualiser sur le site Impact CO2. Vous voyez ici l'impact carbone en kilos de CO2 équivalent, incluant donc différents gaz à effet de serre, pour 500 km parcourus selon différents types de transports, comme le train, l'autocar, la voiture électrique ou la voiture thermique, ou encore l'avion. Vous pouvez d'ailleurs voir que l'empreinte carbone de chaque type de transport est décomposée, avec les différences de couleurs dans chaque barre, entre une partie de l'empreinte qui est liée à la construction du mode de transport et une partie qui est liée à l'usage de ce mode de transport. En conclusion, la comptabilité carbone est un raisonnement en ordre de grandeur. Chaque facteur d'émission est construit sur la base de moyennes statistiques. Il y a donc une incertitude statistique associée à chaque facteur. De même, la donnée collectée est souvent peu précise. Vous aurez besoin de faire des échantillonnages, des estimations, de définir un certain nombre d'hypothèses sur les données que vous allez utiliser et que vous chercherez à collecter. Parfois, ces données seront lacunaires. C'est pourquoi vous entendrez souvent que deux bilans n'ont pas vocation à être comparés. La seule comparaison qui vaille, c'est de se comparer à soi-même, dans le temps. Évidemment, si les choix de périmètre, hypothèses de calcul, etc. sont les mêmes, pour avoir des bilans qui sont au même niveau. On peut suivre l'évolution de son bilan et voir si la réduction des émissions avance au bon rythme. Donc, ce n'est pas parce que ce sont des ordres de grandeur que c'est un problème,
Ce qui compte, et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus important n'est pas le résultat au kilo de CO2 équivalent prêt, mais de savoir où et comment agir pour réduire ces émissions.